Sans plus attendre, je vous demande d'applaudir et d'accueillir Meka Brunel, directrice générale de Gecina. Marie-Claire Capobianco, directrice croissance et entreprise, membre du comité exécutif de BNP Paribas. Et Thierry Lajoie, directeur général de Grand Paris Aménagement. Voilà, on est en petit comité, on a 45 minutes pour échanger. Monsieur Lajoie, dans le rapport que vous avez commandé sur la stratégie d'innovation urbaine de Grand Paris Aménagement, dont vous êtes le directeur général, qui s'appelle La ville de demain, maintenant ou jamais, on sent l'urgence quand même de la déclaration, il est clairement exposé que nous passons d'une ville de l'offre à une ville de la demande. Alors, ce que je voulais vous demander, c'est d'expliquer la différence entre l'une et l'autre, et est-ce que ça va tout changer? Bonjour à tous, merci de votre mobilisation un vendredi après-midi à l'heure du goûter. Rehanat Taherali, qui est ici présente dans cette salle, a effectivement, pour Grand Paris Aménagement, réalisé un rapport en collaboration avec Harris Interactive et Uzbek Erika, sur les stratégies d'innovation de l'aménagement public aujourd'hui, pourquoi ne pas le dire, de la ville de demain. Et puis, au fond, ce qui résume effectivement le mieux ce travail, c'est que, comme aménageur, une centaine d'opérations d'aménagement en Île-de-France, 3,5 milliards d'euros de chiffre d'affaires à terminaison, comme aménageur en Île-de-France, nous nous disons ce qui est à l'œuvre, ce qui se joue en ce moment, ce que nous devons essayer de préparer, avec beaucoup d'efforts et d'humilité, c'est le passage d'un modèle à un autre, le passage de ce qu'on a résumé, de ce qu'elle a résumé, en disant nous étions dans une ville de l'offre et nous passons dans une ville à la demande. Alors, qu'est-ce qu'il y a effectivement derrière cette idée-là? Peut-être 4 orientations pour la construction de la ville de demain auquel nous essayons de nous atteler. La première de ces orientations, c'est que dans cette ville-monde, cette ville où la concentration urbaine est élevée, où la métropolisation est à l'œuvre, où les sujets sont de plus en plus difficiles. Rappelons, pour se situer, en 1800, 3% de la population mondiale vivait en ville. Il y a 50 ans, c'était 30%. En 2008, on a fait la bascule. 50% de la population mondiale vivait en ville. Dans 30 ans, ce sera plus de 75%. Tout par-delà, les humains se regroupent. Alors comment peuvent-ils se regrouper dans un moment qui est un moment de révolution? Il y a eu la révolution de la vapeur, il y a eu la révolution de l'électricité et du pétrole, il y a eu la révolution de l'informatique, et arrive la révolution de l'intelligence artificielle. Et oui, nous le disons, ça va tout changer. La première chose que ça peut changer, c'est d'abord dans cette recherche de la construction de la ville multipolaire, de la ville polycentrique. Plusieurs centres urbains, tous mixtes et reliés entre eux. Qu'est-ce que c'est qu'une métropole? Qu'est-ce que c'est que le Grand Paris? Si ce n'est que la mise en réseau de plusieurs polarités dont on aspire à ce que chacune d'elles soit le plus mixte possible. Mixte socialement, architecturellement, fonctionnellement. Commerce, logement, habitat, naturellement, bureaux, tertiaires, activités économiques, nature, culture, paysage. Rien ne doit être la frange d'un centre. Tout, maintenant, doit être le centre. Et chaque centre doit être relié à un autre. C'est ça, la première orientation. C'est d'ailleurs la seule chose qui peut limiter les déplacements, qui, même s'ils deviendront demain plus vertueux, j'y reviendrai, nous permettent d'envisager une ville plus aimable climatiquement pour la planète. Deuxièmement, nous nous disons, cette ville, elle doit être complète, cette ville-monde. Elle ne doit plus être zonée, elle ne doit plus être spécialisée, elle ne doit plus être fabriquée par destination. Nous sommes, nous, les aménageurs du XXIe siècle, les militants acharnés de la réparation du mouvement moderniste fonctionnaliste qui, certes, avait une intention très noble, à chaque espace son occupation.
Ici, l'activité économique, ici, l'habitat, ici, le commerce. C'était issu notamment du mouvement hygiéniste et puis du rêve infrastructurel de la séparation des flux. Ce moment est fini. La ville, elle doit mêler un certain nombre de fonctions aujourd'hui. Et la question pour l'aménageur, c'est comment mêler ces fonctions dans un monde justement où la technologie, je vais y venir, fait que tout se déspécialise, tout devient protéiforme. Tout doit devenir modulaire, évolutif, adaptable, mutable, recyclable, démontable peut-être. Un parking doit pouvoir devenir un logement. Jean-Michel Villemotte nous y invitait tout à l'heure. Un parking doit pouvoir devenir un logement, qui doit pouvoir devenir un commerce, qui doit pouvoir devenir un bureau. Un espace public peut avoir une fonction différente entre le matin, le soir, entre les saisons, entre un jour de la semaine ou un autre. C'est une vraie révolution que cette ville complète, qui accepte tous ses enfants, mais qui n'en isole aucun. Cette ville, elle est servicielle, cette ville de demain. On passe de ce modèle de l'économie physique à l'économie immatérielle. Ça veut dire que le bien a de moins en moins de valeur et que l'usage du bien, son exploitation, en a de plus en plus. On connaît ça sur beaucoup de choses. Alors aujourd'hui, on le modélise sur des choses qui nous paraissent encore accessibles intellectuellement. Le transport à la demande est quelque chose dont on comprend bien le mécanisme. Le transport virtuel ou zonal, on commandera demain un véhicule auquel on sera, un service auquel on sera abonné, décarboné, partagé, autonome, qui nous emmènera en formant du platooning, des convois aléatoires qui se formeront et se déformeront à une destination donnée en rendant cette route intelligente. Mais c'est quoi le logement à la demande? Ce logement à ce point évolutif, et là aussi on en parlait tout à l'heure à la table ronde précédente, qu'il peut changer de fonction ou de forme selon le moment de la vie, selon le moment de l'année, selon le moment du mois, selon le moment de la journée. C'est quoi ce bâtiment qui tantôt est logement, tantôt est bureau, tantôt a d'autres fonctions? Nous devons évidemment y réfléchir. L'espace public, c'est quand même beaucoup plus compliqué. C'est comme tout, il a aujourd'hui un statut. Mais ce que nous invite un certain nombre de grandes entreprises technologiques à réfléchir, par exemple Alphabet, dans son célèbre exemple à Toronto, je parle de la maison mère de Google, quand ils réfléchissent à ce que c'est que la rue dynamique avec un sol dont le matériau est fondé sur le recueil de données et l'intelligence artificielle. Ça veut dire que cet espace public, s'il change de fonction selon les jours, selon les heures, selon les mois, selon les années, selon les saisons, pourquoi serait-il davantage public que privé? Pourquoi serait-il d'ailleurs davantage privé que public? Y a-t-il des moments où il est public, d'autres moments où il est privé? Ça dépend de sa fonction, ça dépend de son usage. On sort du monde d'avant, d'un monde où tout était prévu, dit, destiné, éternel. Enfin, nous pensons que la ville multipolaire, la ville complète, la ville servicielle, c'est forcément une ville partenariale. Et là, nous arrivons sur un certain nombre de propositions qui peuvent faire débat, nous en convenons très bien. Jusqu'ici, l'urbanisme français est un urbanisme essentiellement fondé sur l'art de la procédure. Chacun est dans son silo, fait ce qu'il a à faire et passe la main au suivant en fonction d'un certain nombre de règles établies. Oui, mais voilà, ça ne correspond plus à la révolution technologique et écologique, à la transition écologique et numérique à laquelle nous sommes aujourd'hui confrontés. Ce silotage ne permet plus de fabriquer intelligemment la ville. Le public et le public doivent être mêlés, le privé et le privé doivent être mêlés. L'aménageur n'est peut-être plus dans son rôle simplement en cédant des charges foncières à partir du moment où la valeur se déplace. Pourquoi ne se déplacerait-il pas sur la chaîne de cette valeur? Mais il n'a pas davantage de droit que le promoteur immobilier, que le bailleur social, que l'investisseur commercial. Il n'a pas davantage de droit que l'association d'habitants. Il n'a pas davantage de droit que d'autres encore qui sont tout à fait fondés à dire « mais moi aussi, je veux participer à l'émergence d'un modèle JM à part ». Alors, le public-privé se regarde différemment. C'est simplement des manières coopératives et partenariales de construire la ville ensemble demain,
C'est comme ça qu'on passe, d'après nous, d'un urbanisme de procédure à un urbanisme de projet. Résultat, la ville qu'on fabrique, elle est différente. D'une certaine manière, alors que tout était top-down avant, on décidait d'en haut, la puissance publique, le marché, une procédure. Et en bas, on consommait. Eh bien, ça change, ça va changer. Ça va être une ville bottom-up, fabriquée par le bas. Et ce sont des révolutions qu'on a déjà connues, j'en terminerai ici. Ce sont des révolutions qu'on a déjà connues, ne serait-ce que quand on se souvient de la télévision. Les plus anciens d'entre nous, j'en suis, peuvent peut-être se souvenir qu'il y a 40 ou 50 ans, il y avait 3 chaînes de télévision, elles étaient en noir et blanc, c'était l'ORTF, ça commençait à 20h, c'était les mêmes programmes pour tout le monde, il fallait un gros poste de télévision qui coûtait extrêmement cher, et ce sont les ministres qui venaient annoncer les changements de programme à chaque rentrée. Aujourd'hui, ce n'est plus le ministre, pas même la chaîne de télévision, encore moins le constructeur du téléviseur qui décide. C'est la génération Netflix. Vous regardez ce que vous voulez, sur le support que vous souhaitez, quand vous voulez, et avec qui vous voulez, et la valeur est là. La question pour l'aménageur, c'est comment ce monde nouveau s'applique à la transformation de la ville, alors même que nous sommes, nous, les aménageurs, chargés de construire pour dans 10 ou 12 ans des morceaux entiers de ville dont nous ignorons quasi totalement quelles seront les technologies et les usages qui seront alors à l'œuvre. C'est ça qui est fascinant, vous voyez, sur notre smartphone aujourd'hui, nous avons tous un certain nombre, qui n'existait pas il y a 10 ans, nous avons tous un certain nombre d'applications. Moi, vous, je ne sais pas, moi j'en ai une quinzaine, douzaine. Sur la douzaine, il y a 12 ans, il n'y a qu'une seule entreprise qui existait. C'est la RATP. Les 11 autres, elles n'existaient pas encore. Alors, c'est curieux le geste que vous venez de faire, Monsieur Lajoie, il me rappelle exactement, il y a 10 ans, un geste similaire de la part de Jean-Marie Dutilleul, que tout le monde connaît, qui est un grand urbaniste et architecte. Jean-Marie faisait partie de l'équipe de Jean Nouvel et de du Par, je crois. Et je me souviens d'une réunion aux Arts et Métiers, puisque tout le monde était en consultation. Il y avait 60 personnes, il y avait des géographes, des philosophes, tas de gens qui n'étaient pas seulement urbanistes ni architectes. Jean-Marie a sorti comme vous ce téléphone qui n'était pas encore, mais enfin il imaginait que ça allait être un iPhone en disant « Demain, le Grand Paris se fera avec ça ». Et ça, je peux vous dire qu'il y a eu une minute de silence, un glaçage d'atmosphère immédiat en disant « Demain, vous aurez des applications qui vous permettront effectivement de savoir que vous êtes à 12 minutes de la gare Saint-Lazare et qu'en prenant le 20, vous serez à 7 minutes de République. Et vous allez faire du cabotage et la ville de demain, c'est ça. » Tout le monde avait réduit ça à l'idée que les transports allaient faire la ville, mais en fin de compte, c'était réduire le champ d'action parce que les transports font la ville et autre chose. La promesse de la transition écologique et numérique, c'est justement, en tout cas s'agissant, c'est ma conviction, de la fabrication métropolitaine, c'est de remettre l'objectif en perspective et de ne plus se concentrer à l'excès sur des leviers ou des moyens par ailleurs indispensables. Une infrastructure, un métro, c'est formidable. Nous, je suis au conseil de surveillance de la Société du Grand Paris qui fabrique le métro. Thierry Dallard s'est exprimé brillamment avant moi ici. Nous sommes des amis du métro. Le métro nous fournit le squelette, l'armature de notre intervention. Je le disais, je commençais par là. Le Grand Paris multipolaire est un Grand Paris en réseau et en connexion. Nous travaillons jour après jour avec la SGP et cette question du métro est fondamentale. Mais ce n'est qu'une armature. Un métro n'a jamais aménagé une ville. De la même manière, le Grand Paris passionne pour ses enjeux de gouvernance. Pardon, l'aménageur, non pas qu'il s'en moque, pas du tout. On est très respectueux, trop respectueux de la légitimité de chacun pour nous en moquer. Mais enfin, le Grand Paris n'est pas pour l'aménageur une question de périmètre.
toutes les définitions sont recevables. Expliquez-moi qu'il faut, comme en 1860, agrandir Paris pour que Clichy-sous-Bois devienne le 50e arrondissement et Rueil-Malmaison le 39e arrondissement, comme on a intégré Ballard, Batignolles et la Plaine Monceau, que je vous dirais, tiens, quelle bonne idée. Expliquez-moi que c'est l'intercommunalité qui est la solution avec une métropole du Grand Paris, grande intercommunalité actuellement présidée par le président et mon ami Patrick Ollier, et Meka est la présidente du conseil de développement de la métropole, donc je ne peux rien dire de méchant contre la métropole, en tout cas pas cet après-midi, mais je n'en dis jamais rien et elle m'en est témoin. Me dit-on que c'est la métropole qui doit voir ses pouvoirs renforcés, que je dis mais quelle bonne idée. Me dirait-on que c'est la région métropole qui est le périmètre le plus pertinent, parce que le président Sarkozy l'avait dit en son temps, et il n'avait pas tort, il faut le reconnaître. Le Premier ministre actuel ne nous dirait pas le contraire. Il n'y a pas de métropole, il n'y a pas de ville-monde aujourd'hui sur la planète qui n'est de façade maritime, et donc sans la vallée de la Seine et le Havre, de toute manière, il n'y a pas de Grand Paris. Mais c'est fort juste. Mais l'aménageur, lui, il voit des bassins, il voit des projets, il voit des gens, il voit des villes, il voit 1 million de mal logés en Île-de-France. Il voit que le Grand Paris manque encore de destination. La dernière vraie grande destination que le Grand Paris a construite, et pourtant, le Grand Paris est la première destination touristique mondiale. C'est le premier quartier d'affaires grâce à Meka, entre autres, grâce à Marie-Claire aussi. L2, L2 ont beaucoup participé à la défense. Voilà. Enfin, pardon pour quelques autres amis. Et vous allez leur laisser la parole parce que sinon vous imaginez que je suis en mauvaise posture là. Oui, mais vous m'avez posé une question. Non, mais tout à fait. Pas. Non, mais je serai pour la prochaine fois. Donc je termine en disant, le périmètre, pour nous, aménageurs, n'a que peu d'importance. Arrêtons de nous focaliser sur l'infrastructure et la gouvernance. Elles sont utiles, elles sont indispensables. Mais ce sont les hommes, les femmes, les urbanistes, les architectes, ce sont les entrepreneurs, ce sont les habitants qui fabriquent leur avenir, et y compris l'avenir métropolitain. Bon, merci. Ça ne peut pas être plus clair. Meka Brunel, alors, je vous fais intervenir. Vous êtes directrice générale de Gecina, première foncière de bureau en Europe, qui est une société d'investissement qui possède également des actifs dans les résidentiels et les résidences étudiantes. Et vous êtes, comme M. Lajoie l'a rappelé, vous êtes présidente du Conseil de développement métropole du Grand Paris. Vous dites une ville smart, c'est une ville inclusive et bienveillante. C'est une ville qui n'inclut pas les fantasmes de voitures volantes et de drones. Et j'ai trouvé ça très très drôle quand vous l'avez écrit. Et je vous laisse la parole. Bonsoir à toutes et à tous. D'abord, je voulais dire, je suis 100% d'accord à ce que vient de dire Thierry, donc pas mieux, merci. L'après-midi se termine. Non, mais je pense que le sujet qui nous intéresse quand on parle de Smart City et quand on parle de cette ville que nous aimons, et pas que nous, hein, cette ville de Paris, c'est le monde entier qui adore Paris. Et je peux le dire, je suis d'origine iranienne, je peux vous dire que quand on parle de Paris dans le monde entier, vous ne pouvez pas savoir, les yeux commencent à briller, on adore. Alors nous, on râle parce qu'on est dans les embouteillages, il y a des travaux, que fait le gouvernement, la ville, le machin, le truc. On parle de la gouvernance, mais je vous assure que quand vous êtes à des milliers de kilomètres, ceci n'existe pas. Mais ce qui est important, c'est de comprendre, tout ce que dit Thierry est très vrai, et je dirais même que nous sommes arrivés à un stade presque de maturité dans toutes les métropoles au monde, et ici en particulier, c'était pas gagné, de nous rendre compte que ce qui était important, c'est cette inclusion, c'est cette ouverture, c'est la fin du principe de précaution, c'est la fin du silotage, c'est la fin du principe de... Alors je dis ça, on voit bien, il y a beaucoup de théories de complot, des choses comme ça, mais quand même, globalement, apprendre à travailler ensemble, pas de suspicion, apprendre à écouter l'autre, apprendre à être inclusif, apprendre à travailler avec l'autre, c'est vrai que c'est quelque chose qui est important. Alors pourquoi c'est pas les voitures volantes et les drones ou les, je sais pas quoi, ou tout ce qui est gadget en tous sens? Et il y aura peut-être un jour des voitures volantes, hein, puisqu'on ne pourra pas rouler, donc il faudra bien qu'on puisse trouver d'autres méthodes. Mais ce n'est pas que ça. Quand on interroge, il y a eu une étude qui a été lancée il y a quelque temps dans une ville comme Mexico, auprès des habitants, pour savoir, au fond, qu'est-ce que les habitants attendent.
et les jeunes surtout, qu'est-ce qu'ils attendent? Eh bien, ils n'ont pas rêvé des drones, des voitures volantes, des gadgets, des trucs abracadabrantes, etc., de la téléportation, des choses comme ça. Ils ont rêvé des choses très pratico-pratiques, des containers dans lesquels on pouvait mettre les objets qu'on veut réutiliser, de la manière dont ils pouvaient avoir des lieux de vie et de partage, de la manière dont on pourrait avoir cette ville qui soit une ville réversible, transformable à tout moment. Mais attendez, on n'invente pas l'eau chaude, hein, parce qu'on a vécu une période effectivement où on a théorisé sur les flux, on ne se mélange pas, le haut, le bas, la droite, la gauche, regardez la défense, les voitures d'un côté, les piétons de l'autre, etc. Entre parenthèses, New York n'est pas comme ça, hein. Les piétons et les voitures sont au même niveau. Et on revient à ce qu'est une ville, un village, ce que sont les lieux de vie. Vous savez, dans les campagnes, dans le temps, hein, les fermes, les animaux, les hommes vivaient dans le même endroit. En Franche-Comté, quand vous voyez les fermes, les animaux étaient au-dessus parce que grâce à leur chaleur, ils chauffaient, n'est-ce pas, l'espace habitable en dessous avec la pièce de vie et les gens qui dormaient autour et qui permettaient en même temps de travailler, de vivre, de s'amuser, de consommer et finalement d'avoir une vie urbaine. Donc cet instinct grégaire, cette urbanisation dont a parlé Thierry Lajoie et qui est en face de nous, alors on peut être d'accord, pas d'accord, on peut considérer que c'est bien ou c'est pas bien, c'est le sens de l'histoire. Cette urbanisation est en face de nous. On va vers 2050, entre 70 et 75% de la population mondiale qui va être urbanisée, mais qui va aussi, dans cette ville, ne pas simplement être un consommateur, mais aussi un fabricant, mais aussi un entrepreneur, mais aussi et en même temps, tout ça, quelqu'un qui va avoir du loisir, de l'échange, etc. Donc, ça entraîne des villes de nature différente. Alors, quand je dis bienveillante, je ne le dis pas sous un angle bisounours, parce qu'il faut sortir de ça. Vous savez, c'est comme les Chief Happiness Officers, vous ne rendez jamais personne heureux de force. Il faut qu'on ait quand même un affectio societatis pour aller vers le bonheur, et le bonheur est quelque chose de très relatif et très personnel, et on a le droit d'être de mauvaise humeur et pas content et malheureux si le cœur nous en dit. Mais c'est pour avoir cette capacité d'écoute et de partage qui est compliquée. Je sais que c'est compliqué, c'est partout dans le monde, c'est compliqué. On est encore dans des strates. Nous vivons un temps de métamorphose. Les temps de métamorphose sont des temps douloureux. Quand on passe l'adolescence, en fait, c'est un temps d'adolescence. Mais j'espère qu'on va devenir des adultes compréhensibles. Et je partage aussi cette idée de la ville de la demande et pas la ville de l'offre. C'est-à-dire qu'on ne va pas décider ce qui est bon, mais on va offrir les moyens pour que tout un chacun puisse y trouver ce qui lui convient au moment où il le cherche et ça lui convient. Et c'est au fond, c'est cela la ville de demain. Mais vous savez, les temps ont changé. Et moi, je suis ravie de voir, je partage tout à fait votre avis sur la gouvernance du Grand Paris, ou d'autres choses d'ailleurs. Je pense que l'objectif, c'est quelle est la finalité de ce que nous voulons faire et comment nous allons le faire. Le Grand Paris, la métropole en tout cas, dans un premier temps, permet de réfléchir de façon groupée et en donnant un effet d'échelle à la manière dont on va traiter les choses. Appelez-le comme vous voulez, hein, mais ça permet de faire, vu de loin, je vous assure, vu de Londres, de New York, de Singapour ou d'ailleurs, tout ça c'est Paris. Personne ne fait la différence entre le petit, le moyen, le grand, le périphérique, la 86, etc. Tout ça, c'est Paris et c'est considéré comme Paris. Vous demandez à n'importe qui dans le monde. D'ailleurs, nous, Français, quand on est à l'étranger, on nous dit « Vous habitez où ?» On dit Paris. On ne dit pas « J'habite à Boulogne, Neuilly, ici, Ivry, Cergy-Pontoise » ou je ne sais pas quoi. Donc, c'est ça qu'il faut qu'on ait en tête et qu'il faut qu'on soit fiers de notre ville, d'autant plus que nous avons beaucoup de choses à faire, mais nous allons dans ce sens-là. Et nous avons compris que le transport, c'est tout aussi important que l'immobilier. Et il y a un aspect qui est important, ce n'est pas simplement l'innovation, mais tout ce qui est développement durable. Nous avons une responsabilité sur le climat, sur lequel nous travaillons ensemble. Nous avons gaspillé autant qu'il pouvait. Ma génération a beaucoup gaspillé, notre génération en tout cas a beaucoup gaspillé. Aujourd'hui, nous avons conscience de ça. Eh bien, il est encore temps de réparer, autant que faire se peut, les bêtises qu'on a faites. On n'est pas obligé de continuer à faire des bêtises. Et voilà, je finirai là-dessus. Merci.
Je voulais... Eh bien. Non, mais la transparence d'avoir gâché beaucoup de votre génération trouve un écho dans la salle. Marie-Claire Capo-Bianco, vous êtes directrice entreprise croissance et membre du comité exécutif du groupe BNP Paribas. Je voudrais savoir quelle politique vous avez mis en place, parce que cette table ronde parle de Smart City, mais principalement aussi des innovations qui ont du sens. Comment vous avez établi une politique d'innovation auprès de vos collaborateurs? Et rappelez-nous le nombre. Oui, bonsoir à toutes et tous. Alors effectivement, pour nous, pour BNP Paribas, d'abord BNP Paribas, vous savez, BNP, il y a Paris, Banque nationale de Paris, et puis Paribas, il y a Paris, puisque c'est Paribas. Donc on a 2 fois Paris, donc on est très 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 concerné par Paris. D'ailleurs, le global de l'Île-de-France représente pour nous, et donc le Grand Paris encore davantage, représente pour nous, en gros, si on raisonne par rapport à notre réseau, 40% de son activité. Donc, ça veut dire que le chiffre d'affaires se fait à 40% sur la partie notamment entrepreneuriale en Île-de-France, donc c'est très important. Et si on regarde le nombre de nos collaborateurs que vous indiquiez, nous avons, nous, en France, en gros, BNP Paribas, c'est 55 000 personnes. Nous en avons en Île-de-France 45 000. Donc, c'est vous dire à quel point... Parce qu'en fait, on y a, pour la France, on y a, bien sûr, toutes les têtes... Enfin, on y a la partie headquarter, puis on y a toutes les têtes de métier. Donc forcément, on a des équipes très concentrées. Donc, 45 000 personnes sur l'Île-de-France. Forcément, nous, on utilise tout ce qui est fait justement par les uns et les autres. C'est-à-dire qu'on utilise à la fois tout ce qui est construction nouvelle, on utilise tout ce qui est énergie, on utilise tout ce qui est câblage, on utilise tout ce qui est transport. Enfin, donc, on est des utilisateurs pour nos salariés de l'ensemble des infrastructures mises en place. Et pour nous, c'est très important d'être dans ce mouvement, parce qu'en fait, nous sommes, comme toutes les entreprises d'ailleurs aujourd'hui, nous sommes en transformation. C'est-à-dire que nous sommes en train de nous transformer. Donc nos métiers changent, nos façons de travailler changent. Donc ça a dû être évoqué, je suppose, dans l'atelier sur le travail. Mais il est exact que tout ça fait un changement considérable par rapport aux besoins que nous avons, donc en termes de façon que l'espace soit conçu et que l'environnement soit conçu. Alors, par exemple, très concrètement, nous, on a donc ces collaborateurs. On était beaucoup en centre de Paris, avec des locaux qui étaient, alors bien sûr, dans des endroits en termes d'adresse assez prestigieux, mais très pas pratique, donc pas du tout adapté à des modes de travail modernes. Aujourd'hui, vous ne travaillez plus, on a beaucoup parlé de silos, là vous en parlez dans un autre domaine, mais c'est pareil dans les activités professionnelles. Aujourd'hui, on n'est plus en silo. Avant, chacun avait son bureau, c'était d'ailleurs très personnalisé, vous avez la photo de votre mari, de vos enfants, etc. Bon, ça c'est fini. Je veux dire, aujourd'hui, dans le monde du travail, on a besoin au contraire de travailler en équipe, en projet, parce que les projets, ils se font, ils se défont. Il faut d'ailleurs qu'ils se défassent, parce que s'ils ne se défont pas, ça veut dire qu'ils sont pas arrivés au bout, donc c'est un problème. Donc tout ça bouge très vite. Et par conséquent, il faut avoir véritablement des locaux qui permettent de faire tous ces modes de travail différents, qui soient donc très modulaires, d'une part, qui soient utilisables un peu à la main des uns et des autres. Donc les collaborateurs deviennent beaucoup plus autonomes dans leur consommation des lieux et dans leur consommation de l'ensemble de ce qu'on leur procure. Alors nous, par exemple, on a donc décidé de déconcentrer notre dispositif. Le centre de Paris, on ne respire plus, on ne peut pas... on est trop nombreux. Donc on déconcentre et par conséquent, on fait plutôt des campus, entre guillemets, c'est-à-dire des zones. Alors on a un campus du côté ouest, un campus du côté nord, l'est et la partie centre, si vous voulez. Mais du coup, on est un petit peu plus spécialisé. Et si je prends, par exemple, donc finalement à Paris centre, on a gardé tout ce qui est où on veut mettre tout ce qui est en relation client, parce que là, on considère que ça a beaucoup de valeur d'être au centre de Paris. En revanche, si vous prenez par exemple toute la partie de nos métiers, alors des métiers à la fois spécialisés et à la fois des têtes de métier, on a beaucoup développé toute la partie qui est la partie 19e, donc le 19e arrondissement, et puis après tout ça avec la Seine-Saint-Denis dans le prolongement, Pantin, etc. Et là, on a fait vraiment un campus très important. On a, nous, en Seine-Saint-Denis, on a 13 000 personnes. On est le premier employeur privé de la Seine-Saint-Denis. C'est une vieille histoire pour nous. Bon, donc vous voyez, on est très présent. Mais dans les modes de travail, donc, comme ils ont changé, il faut que les gens puissent travailler à discrétion. Mais du coup,
ils n'habitent pas nécessairement là. Donc il faut qu'on tienne compte, malgré tout, de leur capacité à venir. Donc le transport a beaucoup d'importance. Et quand on s'installe quelque part, par exemple, quand on a installé les premières équipes boulevard McDonald, puisqu'on a les anciens entrepôts Calberson dans lesquels on a aménagé des locaux, fort agréables d'ailleurs, pour nos collaborateurs. Mais quand on est arrivé là, il n'y avait pas encore vraiment les transports adaptés à nos besoins. Il y avait des problèmes de sécurité importants. Donc tout ça, il n'y avait pas de commerce, donc on n'avait pas la vie autour dont on a besoin. Donc vous voyez, ça suppose systématiquement qu'il y ait en même temps de l'aménagement, qu'il y ait en même temps d'autres qui s'installent. Mais quand on arrive quelque part, enfin quand vous avez 3000 personnes qui arrivent à un endroit, ça crée immédiatement, ça crée du besoin, mais ça crée aussi de la vie, ça crée le fait d'avoir autour toute l'infrastructure qui va bien pour que ça puisse fonctionner. Donc on développe en même temps donc, tous ces sujets de flex office, donc, puisque de ce fait, tout le monde n'a plus maintenant, bien évidemment, un bureau. Et on développe également du télétravail. Bon, mais télétravail, donc là encore, ça suppose de bien voir les flux de circulation, mais on développe aussi beaucoup du nomadisme, c'est-à-dire que vous pouvez très bien travailler ailleurs que dans l'espace où au départ vous étiez positionné. Et du coup, vous développez, on a une application, par exemple Binomade, qui permet à des collaborateurs qui ont besoin de bouger, de savoir instantanément que, tiens, à tel endroit, BNP Paribas, bien sûr, a un bureau, un espace qui est libre et où on peut aller se brancher directement. On développe également d'ailleurs cela pour les parkings, parce qu'il faut aussi pouvoir éventuellement... donc on a aussi la capacité à savoir qu'il y a un parking qui peut être disponible à tel endroit, etc. Donc tous ces modes-là sont en mouvement important, et on a besoin et on s'inscrit totalement dans la transformation qui se fait un petit peu à tous les niveaux pour permettre cela. Et qui a accompagné, j'allais dire, le Grand Paris. En fait. Et qui a, absolument, ça a commencé bien sûr, parce qu'en fait, on ne peut faire ça que parce que, effectivement, le Grand Paris bouge, grandit, les structures se transforment, bien sûr. La réactivité a été forte. Absolument. Mais donc, vous voyez, ce que je veux dire, c'est que par rapport à ce qui a été dit, on voit bien que vous avez l'un et l'autre parlé de la co-construction, enfin, du fait qu'il y a le besoin et il faut trouver la réponse en même temps qu'on définit le besoin. C'est exactement ça. On le fait à la fois nous sur nous, parce qu'effectivement, dans ces espaces, c'est avec les équipes qu'on définit comment on doit les aménager pour qu'elles soient plus propices pour qu'il y ait plus de services, des conciergeries, enfin, des salles de sport, enfin, tout ce dont on a besoin. Mais en même temps, on a besoin que autour de nous et avec nous, on co-construise comment ça va se passer en termes encore une fois, de transport, qui est un sujet quand même prioritaire. Hein. Le transport est vraiment un enjeu très très important, parce que quand vous déplacez des gens de l'ouest à l'est, au sud, au nord, ils ne déplacent pas le logement, hein. Ils habitent quelque part et ils restent là où ils sont. Donc il faut qu'ils puissent se rendre sur le lieu de travail de façon rapide, à peu près confortable, etc. C'est exact, c'est le temps de travail qui détermine. Absolument, c'est très important. Qui est un facteur d'angoisse ou d'apaisement sur le déménagement d'un lieu dans une... Oui, alors bien sûr, on intègre tout cela, c'est-à-dire que si quelqu'un ne peut pas aller à l'endroit où on a envie de le positionner, on respecte, donc on intègre dans notre gestion de ressources humaines, il faut que nous respections la capacité des personnes à se rendre à tel endroit ou à tel autre. D'où le fait que, vous voyez, le nomadisme, c'est une réponse, le télétravail, c'est une réponse. Enfin, tous ces nouveaux sujets permettent justement d'apporter un confort de travail très différent de ce que l'on avait auparavant. Alors, je pensais vous poser la question après, et puis le temps tourne parce qu'on a pris du temps, mais c'est pas grave. Donc, je vais vous la poser maintenant. Il y a quelque chose qui m'a profondément intéressée dans le second volet de votre intervention, c'est votre plan banlieue. Vous m'avez dit qu'au seuil des années 2005, qui ont été une date... Après les émeutes, après les grandes émeutes, oui. Vous vous êtes demandé au fond quel était le rôle de BNP Paribas dans la société et comment y trouver des leviers, et vous avez eu envie vous-même d'être un levier. Dites-nous comment. Oui, parce que quand on parle de Grand Paris, et quand on parle de grande métropole, dans une grande métropole, il y a le cœur de ville et puis il y a également les quartiers périphériques, il y a les quartiers, les banlieues. Enfin, en fait, c'est un ensemble. Et moi, je crois beaucoup dans le fait qu'il faille développer de plus en plus l'inclusion. Enfin, de toute façon, l'avenir ne peut être qu'inclusif. On ne peut pas faire autrement. Et d'ailleurs, ce n'est pas souhaitable, parce que quand on est dans l'inclusion, on rend la vie plus agréable pour tout le monde. Les personnes se comprennent mieux,
on y trouve les talents. N'oublions pas qu'on est tous en pénurie on a beaucoup de mal les uns et les autres, les entreprises ont beaucoup de mal à recruter. Or, aujourd'hui, il y a un vivier de talents qui est dans les quartiers prioritaires de la ville, c'est le nom qu'il faut, qui est de bon, qui est politiquement correct. Mais enfin, dans les banlieues, il y a effectivement beaucoup de talents. Encore faut-il, d'une part, aller les chercher, puis d'autre part, leur permettre de s'exprimer. Et donc, dans cette notion d'inclusion, nous, effectivement, en 2005, on a été frappés comme beaucoup d'autres par ce qui s'est passé, et on s'est dit, il faut absolument faire quelque chose. Qu'est-ce qu'on peut faire? En fait, on peut travailler avec des associations. Il faut d'ailleurs souligner le travail remarquable des associations, les grandes comme les petites, c'est-à-dire qu'il y a les grandes associations, l'ADI, avec laquelle on travaille beaucoup, sur l'accès à l'emploi, la FEB, qui est une association qui permet à des jeunes en échec scolaire de revenir dans le jeu. Il y a aussi beaucoup de toutes petites associations qui sont créées par des femmes, des hommes, beaucoup de femmes d'ailleurs, et qui, elles, font du lien social, etc. Et donc, on a créé ce programme banlieue pour que nous puissions accompagner réellement ces petites associations. Alors, accompagner, ça veut dire accompagner financièrement, mais c'est des montants, c'est 2 000 €, 3 000 €, mais c'est sur une durée de 3 ans renouvelable, donc ça veut dire que c'est très significatif pour elles par rapport à leurs besoins. Et puis c'est surtout, et pour moi c'est ça le plus important, c'est surtout les accompagner également en présence, c'est-à-dire à la fois en étant, et c'est nos directeurs d'agents, enfin, c'est vraiment nos gens de terrain, si vous voulez, qui sont à côté et qui s'occupent justement ces associations et travaillent avec elles. Et je pourrais vous citer des tas d'exemples, mais je vais vous en citer juste 2, parce que sinon ça va être trop long. Mais par exemple, nous travaillons beaucoup avec nos quartiers ont du talent. Alors je ne sais pas si vous connaissez, mais nos quartiers ont du talent, c'est remarquable, puisque c'est une association qui s'occupe de jeunes qui sont dans les banlieues, qui ont les diplômes, c'est-à-dire qu'ils ont fait les efforts, ils ont fait des études, mais qui néanmoins ne trouvent pas de travail. Alors vous voyez, encore une fois, dans cet esprit de grande métropole où on a envie que chacun trouve sa place et surtout qu'on utilise toutes les compétences, ils ont fait les diplômes, ils ne trouvent pas de boulot. Donc cette association, nous intervenons avec nos collaborateurs qui sont également, on a 400 parrains et marraines donc, qui sont mentors de jeunes qui doivent pouvoir décrocher des emplois. Et ces jeunes ont besoin en même temps d'avoir des tenues pour se présenter dans l'entretien d'embauche. On a fait une collecte, je suis très fier de ça, c'est pour ça que j'en parle. On a fait une collecte très récemment, en fin d'année, parce que cette association, c'est la Cravate Solidaire, qui collecte des vêtements business et qui donne en même temps un petit peu des cours comportementaux et qui permettent donc à des jeunes qui ont des diplômes, qui doivent faire des entretiens d'embauche mais qui ne sont pas habillés et qui n'ont pas les codes de présentation, d'obtenir tout ça. Et nous avons collecté, donc dans nos agences, 4 tonnes, 5, de vêtements. Ça, c'est extraordinaire. Et ça, pour moi, c'est de l'inclusion, c'est de la participation à la ville telle que nous voulons la voir désormais. Et le dernier exemple, peut-être je vous cite, c'est le tout dernier, c'est à Pantin, la Cité Fertile. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de la Cité Fertile. C'est un magnifique projet. Ça, c'est la ville de Pantin avec la SNCF sur des friches. Et donc, BNP Paribas, nous sommes premiers partenaires de la Cité Fertile, qui est justement, c'est une vision de la ville d'avenir, si vous voulez, qui sera une ville qui soit à la fois une ville inclusive, une ville écologique, bien sûr. Il s'agit d'urbanisme transitoire. Et là, exactement, social et solidaire, et dans laquelle il y a un incubateur d'entrepreneurs sociaux, dans lequel il y aura toute la dimension, justement, de perception écologique, de transition. Et ça, je trouve que c'est passionnant. Et ça, c'est à Pantin. Nous avons, à Pantin, vraiment beaucoup de monde présent sur le site. Et donc, à la fois, nos collaborateurs sont très heureux de participer à cela. Et je crois que là, c'est vraiment le côté travail collaboratif avec l'ensemble des parties pour arriver à rendre la ville, dans son ensemble, plus accueillante, plus bienveillante pour l'ensemble de ceux qui y habitent et qui y travaillent, bien évidemment. Alors, on est toujours dans cette phase mutante, hein, parce que ce que vous dites, c'est de l'urbanisme éphémère transitoire, mais qui crée un écosystème qui ne va pas pour autant s'éteindre parce qu'il va aller ailleurs. C'est comme au rugby, il y a une balle à suivre, et puis à un moment donné, forcément, la SNCF va reprendre ses terrains pour en faire autre chose. La ville mutante, vous en parliez, Monsieur Lajoie, ça veut dire que vous allez aussi travailler en tant qu'aménageur avec des opérateurs, c'est-à-dire que la transversalité qu'on demande aux architectes, aux urbanistes, de savoir s'entourer de spécialistes de l'environnement, de géographes, de philosophes, Jacques Ferrier qui était avec Philippe Simet tout à l'heure dans la première table ronde, vous allez vous aussi préparer des projets avec des opérateurs de services ? Oui,
On va essayer de s'appliquer à nous-mêmes ce que j'expliquais tout à l'heure, ce changement de monde où chacun n'est plus seul dans son silo à s'occuper de sa partie en laissant l'autre ensuite prendre la suite pour la sienne et sans être jamais sûr que la coalescence, la sérendipité, la capacitation, l'incrémentalisme, bref, tout ce qui fait que ce qu'on ne cherche pas forcément quand on se met autour d'une table à réussir ou à construire ensemble, ben finalement, si on ne se met pas ensemble, on ne le construira jamais. Et ce monde-là, on essaye de se l'appliquer à nous-mêmes. Alors, 2-3 exemples, mais chacun les connaît. On est parti d'un urbanisme très procéduré. Et puis, il y a eu les appels à manifestation d'intérêt. On dit maintenant les réinventer. Ils ont apporté un gros bol d'air sur les manières de faire, sur les associations, sur les partenariats. Et puis, nous, on a commencé à fabriquer des ateliers de co-conception urbaine. Nous ne mettons plus en appel d'offres la vente des charges foncières auprès des promoteurs ou des investisseurs. C'est enchérisseur pour le territoire, ça fabrique de la ségrégation ou de la relégation, c'est inutile pour les utilisateurs, c'est paupérisant pour les territoires ou pour certains d'entre eux à terme. Alors on invite, on fait des wildcards, on invite des opérateurs à se mettre autour de la table, on conçoit ensemble, on essaie de faire ça, on conçoit ensemble avec les collectivités et des opérateurs, des projets urbains. La qualité et la commercialité des projets ne s'en portent pas plus mal. La charge foncière n'en est qu'une résultante et non pas une condition. On va plus loin encore, on dit il est important que nous imaginions des partenariats de projets. Alors oui, on essaye sur certains territoires, dont certains que je peux citer, d'autres non, de nouer des partenariats exclusifs avec de grands opérateurs, opérateurs de loisirs, opérateurs de commerce, opérateurs de sport, opérateurs de logement, opérateurs de services urbains, pour essayer de réfléchir ensemble à la création de destinations sur des parties de territoire. Et puis, progressivement, on se dit, mais si on fait des grands partenariats, pourquoi ne pas faire des sociétés de projets ensemble ? Alors que les collectivités elles-mêmes sont chacune dans leur silo, la commune, l'intercommunalité, le département, la région, quand ce n'est pas la métropole, quand les services de l'État eux-mêmes peuvent se trouver dans leur silo et son aménageur, il y a de la place pour des accords publics pour développer des territoires ensemble et pas séparément. Et puis enfin, on se dit, les accords ils peuvent également être publics-privés. Et progressivement, naît l'idée que des formes sociales peuvent être organisées entre les uns et les autres. La place de chacun dans la chaîne de production et la chaîne de valeur ne dépend plus d'un statut, il dépend d'un projet. Dans certains projets, nous serons leaders. Dans d'autres projets, nous serons accompagnateurs ou facilitateurs. C'est le projet qui écrit la règle. En fait. C'est le projet qui doit fabriquer de plus en plus la règle et non pas la règle le projet. Juste avant qu'on termine, j'ai oublié de vous poser une question, Madame Bruel. Vous m'avez parlé, et j'ai rien compris, alors il va falloir m'expliquer. Vous avez parlé de principe de data froide versus data chaude. Alors là, j'ai eu quand même un petit blanc là. Rapidement, parce qu'on est très en retard, on fait signe qu'on a c'est déjà terminé. C'est l'idée de pouvoir être en dynamique plutôt qu'en statique, voilà, et de pouvoir utiliser les datas, mais en même temps avoir le temps de les analyser, de les comprendre et les intégrer, parce que ça prend du temps, hein, c'est pas simplement, il ne faut pas être dans l'agitation. Tout ce qui est en train de se dire, c'est pas aussi un état d'agitation, c'est pas un état de yaka faucon, il faut faire quelque chose. Au contraire, de pouvoir assimiler, de pouvoir savoir de quoi on parle, la manière dont on le fait, et que on ne fasse pas l'économie du temps de la réflexion, notamment quand on parle de réinventer et autres. Nous le faisons aussi dans notre entreprise modestement. Alors nous, on n'est pas 50 000, on est 500, donc vous voyez, c'est beaucoup plus modeste. Mais quand on le fait de cette manière-là, on arrive à mieux comprendre de façon plus transversale comment on utilise ces données-là, comment on les valorise, et de pouvoir partager. Et vous savez quoi ? On embarque les gens. Parce que ce qui est important dans tout ce qu'on est en train de faire, dans nos entreprises, nos collaborateurs, etc., c'est qu'ils comprennent pourquoi on leur demande de faire, plutôt qu'ils soient dans le « c'est comme ça, c'est pas autrement, ça fait 30 ans qu'on fait les choses comme ça, il faudra continuer comme ça ». Et bien tant mieux. Tant mieux qu'on ne le dise plus, et pourvu que ça continue, et pourvu qu'on passe le relais aux générations futures aussi, autant que faire se peut. Voilà. Merci infiniment. Je crois que je vais vous demander de rester assis 30 secondes parce que monsieur le photographe a besoin de faire son travail.
Ben, merci infiniment en tous les cas, c'était passionnant. Merci beaucoup.